Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours de la deuxième partie du cours mouvement-interaction, donc en spécialité physique-chimie, donc de première. Donc quelques rappels donc, sur le vecteur vitesse d'un système, donc noté V. Donc il a sa direction qui est toujours la tangente à la trajectoire, son sens qui est celui du mouvement. Au niveau de la valeur, donc c'est la valeur moyenne de la vitesse du système entre deux instants très rapprochés, TI plus 1, donc ce qui donne VI, donc à l'instant I, donc en mètres par seconde, qui est égal à la distance MI plus 1, divisé par la durée qu'il y avait entre TI plus 1 et TI. Donc ici, ce qui veut dire qu'au niveau de la rotation, vous avez ici un vecteur qui est tangent à la trajectoire au point MI, donc dans le sens de la trajectoire. Donc ça veut dire qu'en gros, là, le sens de la trajectoire serait ici le sens de mon point rouge. Et au niveau de la norme, il y aurait forcément une échelle des représentations qui ici donnerait tant de centimètres pour tant de mètres par seconde. Au niveau des petits points maths, donc pour déterminer donc, la longueur, on vous dit ici, pour déterminer la longueur du segment fléché qui représente un vecteur vitesse VI, ayant pour valeur VI égale 2,0 mètres par seconde, on utilise une échelle. Donc comme je le disais, donc une échelle ici par exemple 1 cm représente 0,5 mètres par seconde. Donc la longueur du segment L du segment fléché est obtenue donc par une simple relation de proportionnalité. Si vous avez 1 cm pour 0,5, ben 2 cm sera donc représenté par 2 fois 1 divisé par 5, c'est-à-dire 4 cm. Alors vous pouvez faire votre petit tableau de proportionnalité, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais c'est juste de la proportionnalité. Donc ça veut dire qu'en gros, ce vecteur-là qui a une norme de 2 mètres par seconde, si vous utilisez une échelle de représentation des vitesses qui est de 1 cm et donne 0,5 mètres par seconde, vous devez dessiner donc un segment fléché de 4 cm. Donc ici vous prenez votre règle, vous faites ici donc une trajectoire, vous mettez au point MI de manière tangente à la trajectoire, vous tracez donc un segment fléché de longueur 4 cm. Ensuite, le vecteur variation de vitesse. Donc le vecteur variation de vitesse delta V d'un système en mouvement, donc entre les points MI et MI plus 1 est défini par delta V entre I et I plus 1 est égal à VI plus 1 moins VI. Alors déjà, vous verrez, selon les manuels, selon les exercices, vous n'aurez pas forcément les mêmes définitions. Alors si jamais il y a des définitions qui sont un peu épisodiques, bah, vous les prenez, mais les plus souvent, celle qui revient, c'est V égale VI plus 1 moins VI. Vous verrez peut-être aussi des fois VI moins 1. C'est possible de le voir, ça reste encore tout à fait correct. Vous verrez aussi peut-être venir d'autres choses qui sont des choses avec des plus 2 divisé par 2 delta t. Donc ça, ce serait plutôt des choses liées à l'ancien qui était utilisé dans les anciens programmes. Donc plutôt, on va plutôt partir, nous, sur la variation de vitesse qui est égale à la vitesse à l'instant plus 1 moins la vitesse à l'instant i considéré. Donc ce qui veut dire au niveau d'image, donc vous avez ici donc un mouvement ici, vu que je suis le sens du mouvement, donc il va de ce point-là vers ce point-là, ici, donc il va plutôt de la gauche vers la droite. Vous avez ici un point A et un point B. On a tracé ici le vecteur vitesse au point A, le vecteur vitesse au point B. Si je veux tracer le vecteur variation de vitesse quand je passe de A vers B, donc il faut ici que je fasse VI plus 1 moins VI. Donc VI plus 1 moins VI. Donc ça veut dire que ici, vous faites, donc vous partez ici, donc par exemple en point B. Vous partez ici donc de VI plus 1, c'est-à-dire vous faites VB. Ensuite, il faut faire moins VI, mais VI ensuite, ici, VI c'est VA. Donc ici, vous faites moins VA. Mais moins VA, c'est quoi par rapport à VA? Ben, c'est juste le vecteur qui va dans le même sens, dans le sens opposé, pardon, mais avec la même direction. Donc ici, regardez bien, entre VA et moins VA, vous avez deux vecteurs qui sont bien entendu parallèles, collinaires, de même direction, mais pas de même sens. Donc en gros, vous partez donc du point ici B, puisque ici on va de VI plus 1. Ici vous faites VI plus 1, VB. Vous faites moins VA. Alors pour faire moins VA, parce qu'il faut que vous transposiez ce vecteur-là ici, vous avez dû voir deux méthodes possibles. Bon, la plus simple étant de prendre une équerre, de la faire glisser sur une règle jusqu'à intervenir à ce point-là. Ensuite, vous tracez la droite. Vous mettez ici la même longueur que VA dans l'autre sens. Et quand vous passez d'ici, vous arrivez ici à VB, vous faites moins VA, vous arrivez ici. Donc ici, le vecteur ici correspond au vecteur variation de vitesse, ici delta V de A vers B. Et si vous avez bien retenu les activités qu'on a vues ici, en fait, vous avez ici un vecteur de variation de vitesse, comme on va le revoir tout de suite, donc qui est ici donc vertical dirigé vers le bas, puisqu'il est dans le même sens normalement que le poids, qui est donc la force qui s'exerce si on suppose qu'on est dans une chute libre.
Pour un mouvement circulaire uniforme, ici, vous avez ici donc, des points A, B, C, D. On a tracé ici donc, les vecteurs vitesse à chaque instant. Donc si ici on veut le vecteur, la variation du vecteur vitesse qu'on passe de C à D, donc ici on fait VD moins VC. Donc si on fait VD moins VC, ça veut dire que quand je pars d'ici, je fais VD, à ce point-là, il faut que je retranscrive VC, plutôt moins VC. Donc je prends ce vecteur-là, en fait, ici, celui-là. Je prends donc l'équerre, je le fais glisser, donc ça va arriver donc selon une droite qui sera à peu près au niveau de la direction qui sera celle-là. Et dans ce cas-là, vous allez dans le sens inverse, vous allez arriver ici exactement à l'extrémité du vecteur delta CV. Vous partez de D, vous tracez à l'extrémité de là où vous êtes arrivé, et vous définissez le vecteur variation de vitesse delta V de C vers D. Et là, normalement, dans les mouvements circulaires, vous pointez, circulaire uniforme, vous pointez donc vers le centre de l'axe de rotation. Ensuite, autre image, cette fois-ci donc le décollage d'une fusée donc, qui est à une seule dimension. Donc ici vous avez un point M, donc de la trajectoire, pardon. Donc vous avez ici donc le vecteur variation de vitesse donc qui va diriger vers le haut effectivement. Vous avez une vitesse ici donc qui va augmenter vers le haut, puisque la vitesse augmente, plus on va haut, plus on augmente lors du décollage. Et on remarquera ici dans le lien qu'on va voir ensuite, c'est que ici, vous verrez toujours delta V qui est le vecteur variation de vitesse qui est de même sens et de la même direction que le vecteur somme des forces extérieures qui s'exercent au système que vous étudiez. Ici pour une balle c'est pareil. Donc ici, c'est ce que je redisais tout à l'heure, ici on a un vecteur ici, vecteur variation de vitesse. Donc ici on définit les proportions de même sens et de même direction que le champ de vecteur, le champ pesanteur terrestre, ou alors le poids, hein, puisque je vous rappelle que le poids P vecteur, P égale M fois l'intensité vectorielle du champ de pesanteur. Alors ensuite, le lien entre la variation de vitesse et la force. La somme des forces modélisant donc les actions qui s'exercent, la somme des forces modélisant donc les actions qui s'exercent au point émis, ici. Donc là vous avez des différents points. Donc encore une fois, je me répète, mais c'est important. Quand vous êtes à un point M4, vous pouvez calculer donc la variation du vecteur vitesse en ce point-là, M4. Et dans ce cas-là, ici, vous avez donc la somme des forces extérieures qui s'exercent ici, entre autres, si c'est une chute libre, c'est son poids. Vous verrez que vous devez trouver donc que delta V4 est collinéaire et de même sens que la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le système. Le vecteur ici, si je vous mets ici donc le vecteur delta V a la même direction, a le même sens que delta V, ce que je viens de dire. Sa valeur est proportionnelle à la valeur de la somme des forces, c'est-à-dire qu'en gros les deux grandeurs là sont proportionnelles. Donc ici par exemple vous avez un skieur qui au départ tiré par un tire-fesse, donc vous avez la force exercée par la barre ici. Vous avez donc la réaction du support et vous avez bien entendu le poids qui fait qu'en gros la terre attire donc le skieur vers le bas. Quand on fait donc la somme de ces trois forces, ici regardez bien, on a représenté donc les trois forces, donc on est parti d'un point ici, point M, ils ont parti de point T, ils ont ajouté ici, regardez bien ce vecteur P à la suite de T, c'est ce qu'ils ont fait ici. Et ensuite, à la suite, ici, ils ont ajouté R. Je vous rappelle que les vecteurs, hein, le vecteur R, si je le prends et que je le mets dans n'importe quel point de l'espace, mais que je garde toujours sa même direction et son norme, sa même direction et sa même norme, pardon, les vecteurs sont toujours égaux. Donc c'est pour ça qu'en gros, ici, le vecteur T qui est là est égal à celui-là, le vecteur P qui est là est égal à celui-là, ils n'ont juste pas le même point d'application. Et quand vous faites T plus P plus R, qui est la somme des forces extérieures, vous partez du point de départ, vous êtes arrivé là. Donc le vecteur ici, somme des forces extérieures, ici, il est en noir. Donc ça, c'est la somme des forces qui modélisent l'action mécanique qui s'exerce sur le skieur. Et bien ici, vous allez voir si vous faites les calculs avec la variation de vitesse, que la variation du vecteur vitesse, ici, entre ce vecteur noir ici, ce segment fléché, et ce segment fléché ici rouge, les deux sont exactement de même direction et de même sens. Et il y a une relation de proportionnalité entre les deux. Ensuite, donc, quand vous avez donc ici donc des forces, des sommes des forces extérieures, donc qui n'est pas nulle. Dans ce cas-là, vous avez donc une vecteur variation de vitesse qui sera proportionnelle de même sens et de même direction. Donc,
Si vous avez une somme des forces qui est différente de 0, vous aurez une modification de la vitesse, puisque vous aurez un vecteur variation de vitesse qui sera donc proportionnel à cette somme des forces. Donc il y aura forcément une modification de la vitesse. Si la somme des forces extérieures et la somme et la variation de vitesse, eux, sont collinéaires et de même sens. J'insiste sur ça, là, hein, ça veut dire qu'en fait, s'il existe un vecteur variation de vitesse, ça veut donc dire que la vitesse va être modifiée. Il faut bien que vous compreniez ça. Il existe une relation approchée que vous verrez plus en détail en terminale. Donc c'est que dans un référentiel donné, vous avez la relation qui est que la somme des forces extérieures qui s'applique au système, en newton bien entendu, est égale à la masse donc constante du système en kilos fois le vecteur variation de vitesse du système, donc avec la vitesse exprimée en mètres par seconde, divisé par la durée entre deux instants voisins pour calculer bien entendu la variation de vitesse. Conséquence, donc ici vous avez delta V et delta la somme des forces extérieures qui sont collinéaires et de même sens. Ça fait à peu près 10 fois que je me le répète, mais c'est important que vous reteniez ça dans ce chapitre. Donc ici par exemple vous avez un mouvement circulaire uniforme, donc en deux points différents. Regardez bien, vous avez ici le vecteur delta V à cet instant-là, le vecteur delta V ici, et les sommes des forces extérieures à chaque instant ici. Vous remarquez bien que les deux ici donc, sont collinéaires et de même sens, collinéaires et de même sens. Et dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, les deux pointent vers le centre. On dit alors que le mouvement il est centripète. Vous avez peut-être vu ce terme-là en cours. Au niveau de la masse, donc le rôle de la masse. Donc pour une même somme des forces pendant une durée delta t fixée. Donc ça veut dire que pendant, généralement, vous verrez peut-être dans des manuels que la somme des forces extérieures, ils l'appellent F pour simplifier les notations tout simplement. Donc pendant une même durée delta t, donc si la masse du système est importante, dans ce cas-là, en gros, si la masse du système est plus importante que la masse quand elle est faible, dans ce cas-là, la variation de vitesse est plus faible. Donc effectivement, si vous avez un delta t fixé pour une somme des forces donc, qui est fixée, donc dans ce cas-là, vous allez avoir un delta V donc, qui sera plus faible. Effectivement, si M augmente ici, vu que c'est en 1 sur M, plus M est grand, plus 1 sur M sera petit, et donc plus la variation de vitesse sera faible. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en gros, plus la masse est importante, plus si vous appliquez une force constante, ben, vous n'allez pas forcément faire bouger la vitesse de l'objet. Ce qui est assez simple à comprendre en fait, c'est que si j'appuie toujours avec la même force entre une bille et je sais pas moi une maison, ben, le vecteur variation de vitesse pour la bille, pour la maison plutôt, vu que la masse de la maison est plus importante que celle de la bille, va être quand même beaucoup plus faible, voire nulle, si je ne vais pas réussir à la faire bouger. Si la masse est plus faible, dans ce cas-là, la delta V est plus important. Alors il y a marqué sauf dans le cas d'une chute libre, et c'est pour ça que je l'ai mis ça, cette image-là, parce qu'en fait dans le cas d'une chute libre, vous avez tous fait l'image, vu l'image, où en gros on fait l'expérience dans le vide. On lâche un morceau de plume ou un morceau de quelque chose, une balle en polystyrène et une balle avec un matériau beaucoup plus dur. Vous avez tous vu l'expérience où en gros les deux arrivent en même temps en bas. Donc ça, c'est important que comprendre qu'en fait on ne se place pas dans le cas d'une chute libre, c'est-à-dire que en gros on considère qu'il peut y avoir des frottements et qu'en gros si vous mettez l'expérience dans la vie de tous les jours avec des frottements, si vous faites l'expérience avec une balle en polystyrène et une balle donc en métal, bien entendu de même masse, vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème. Au niveau des forces de frottement, vous verrez que les forces de frottement vont être beaucoup plus importantes sur la balle en polystyrène par rapport à la balle en métal. Ensuite, d'après la relation approchée, donc qui est somme des forces extérieures égale m fois delta V sur delta T. Donc on vous dit plus la masse m d'un système est élevée, plus la valeur de la somme des forces doit être élevée pour faire varier le vecteur V. Autrement dit, si vous avez ici, donc plus la masse, plus ici F, plus la masse ici est élevée, si vous voulez faire varier delta V de manière constante, il va falloir que vous appliquiez donc une force qui sera forcément beaucoup plus élevée. Donc ici, l'image qui est donnée ici, hein, c'est ici, vous avez donc ici un delta V qui est le même. Si vous voulez appliquer le même delta V donc, sur un objet, ici, donc M1 et ici M2, si M2 est égal à 2 fois M1, c'est-à-dire que vous allez devoir faire, en gros, vous allez devoir appliquer une force donc pour soulever le carton, par exemple, qui sera double par rapport à la force exercée ici, donc dans ce cas-là, M1. Pour une même valeur cette fois-ci,
pour une même valeur, je reprends, pour une même valeur donc de la somme des forces appliquées au système, la variation du vecteur vitesse est d'autant plus faible, et ça je l'ai déjà dit, que la masse du système est élevée. Si vous faites donc une petite pichenette supposée, donc équivalente, c'est-à-dire même force, appliquée à une boule de pétanque et appliquée à une boule de tennis, vous allez voir que en fait la boule de tennis va avoir une variation de vitesse qui sera plus élevée. Donc ici, regardez bien au niveau de l'expérience, hein, ça veut dire F constant. Vous appliquez donc ici, donc pour une même valeur de la somme des forces, la variation ici, donc ça veut dire que si F est constant, si M ici, donc entre les deux expériences, si M diminue, forcément delta V augmente, et si M augmente, delta V diminue pour rester F constant à delta T constant bien entendu. Donc tout ça, c'est des expériences qu'il faut que vous soyez à l'aise avec les manipulations donc sur cette expression-là. Donc en gros, essayez bien de vous dire qu'en gros, si ça est constant, avec delta t constant, bah, si ça augmente, ça diminue. Essayez d'être bien à l'aise avec toutes ces expressions en fonction de qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui évolue et comment ça évolue. Ensuite, je vous disais, n'oubliez pas de lire donc, dans la page 262 du manuel, le livre scolaire. Pour les éléments, les limites de la modélisation, c'est toujours intéressant d'aller se fixer sur les limites de la modélisation qu'on a utilisées en classe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.